Les secteurs de Poirier, Catherine-Doyon se situent sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, au nord du bourg, à 4 km à vol d'oiseau. Ils s'étendent sur une superficie moyenne de 15 hectares et sur une distance de près de 2 km. Ils sont principalement situés sur le domaine public maritime de l'État, sur la bande des 50 pas géométriques urbanisés définie par arrêté préfectoral. Ils relèvent ainsi essentiellement de la compétence de l'Agence des 50 pas géométriques. En 1950, cette frange littorale était encore préservée. Les développements urbains linéaires étaient encore timides et l'urbanisation se développait à plus de 20 mètres de la tête de la falaise et les abords des hauteurs étaient encore végétalisés. C'est dès la construction de la route nationale 1, au début des années 1970, que le quartier s'est densifié et s'est développé de façon spontanée de part et d'autre de la rue de Sainte-Catherine. Même s'il s'agit avant tout d'un quartier résidentiel, le secteur a vu la construction d'une entreprise de matériaux de construction, de la centrale du groupement des bananiers au nord du secteur et de l'école dite de Caranguaise. Le quartier bénéficie aujourd'hui d'une position stratégique en matière de déplacement, puisque la rue Sainte-Catherine est utilisée en tant que voie de délestage par rapport à la RN1 lors des heures de pointe et d'embouteillage. Le développement spontané des constructions, sans réflexion d'aménagement préalable, fait qu'aujourd'hui le quartier présente des caractéristiques d'insalubrité, à savoir mauvais état des constructions, absence de gestion des eaux pluviales et des eaux usées et une forte exposition aux risques naturels. Il est plus de 70 ans qu'il a resté là, en fait, là. Et maman tenait l'âge de 12 ans, là, il est resté là. Et ça va faire un paquet d'années quand même. La population là est diminuée. Les gens qui sont restés là à présent, c'est nous. C'est ma maman, il a 96 ans, avec des voisins là encore, mais pas ni grosses affaires à gens qui sont restés là encore. Quoi. Il n'y a pas dit que c'est l'ambert qui a mangé là. Ce n'est pas l'ambert qui a mangé là. Tout partout, là où la pluie a tombé, il y a des déboulements. C'est là qu'a parti avec l'eau à la pile là. En gros, c'est ça qui arrive nous, déboulement qui fait nous dans cette situation là. Mais là même, aux gens entrant en bas falaise là, ça toujours même bitin c'est de l'eau qui a tombé, la pluie qui a tombé, avec l'eau là qui a parti là. Il y a certaines personnes qui ont construit, certes ils ont construit, l'État le savait puisqu'ils ont eu l'EDF, ils ont eu l'eau, mais le problème qu'il y a eu, il n'y a pas eu un accompagnement pour leur permettre leur eau pluviale, de ne pas tomber sous la falaise derrière, de chez eux, et de tomber dans un canal ou un caniveau ou autre chose, pour permettre à cette eau-là d'aller dans un cheminement normal. Ce qui s'est fait, il y a eu des effritements, il y a eu des fragilisations du sol, c'est vrai aussi qu'il y a eu 50 ans, c'est passé, c'est loin. Et je dis que avant, je pouvais, de ce côté-là, passer derrière la maison de ma tante, Madame Marthe Fézori-Grina, qui est décédée depuis X temps. Maintenant, je ne peux plus passer derrière cette maison-là puisqu'il n'y a plus de terre. On a des problématiques donc de déstabilisation de tête de falaise qui impliquent généralement toute la falaise dans le pire des cas. Et ces phénomènes sont associés typiquement à des instabilités liées à la nature des roches, à l'impact des vagues et aussi à des aggravations suite à beaucoup de venues d'eau, aussi bien pluviales que domestiques, qui viennent en fait fragiliser la tête de la falaise, qui est composée principalement de roches volcaniques relativement friables, puisque ce sont des dépôts souvent altérés souvent de coulées pyroclastiques, c'est-à-dire de nuées ardentes, on va dire ça comme ça. Et donc, sous l'effet aussi bien de l'altération de ces dépôts que aussi de venues d'eau, comme je disais, intempestives, et de l'action des vagues en soubassement au pied de la falaise, ces falaises se retrouvent à être fragilisées et s'effondrent périodiquement et font reculer justement la bande littorale et menacent les habitants qui sont placés sur cette bande des 50 pas géométriques. On voit les éboulements, on voit chaque fois qu'il pleut, on a peur, on craint. Il y a eu Fiona, on a eu l'exemple de Fiona.
Et puis on voit maintenant qu'il n'y a plus autant de terre qu'il y avait derrière. Et ça, c'est dû toujours à l'érosion. Je vois l'évolution, je vois le changement. Je vois que les gens disent que regarde commencer, la terre est tombée. Depuis l'âge de 20 ans, j'entends qu'ils vont nous enlever de là ou ils vont faire améliorer. Et rien n'a été encore fait il y a déjà plus de 60 ans. Et donc généralement ces personnes sont, on va dire, soumises à une évacuation plus ou moins pressante en fonction de localement l'état de la tête de falaise. Et celles qui sont en retrait, un peu plus en retrait, à moyen terme, sont elles aussi soumises à ce recul de tête de falaise, puisqu'on sait que la nature même de la roche fait qu'elle n'est pas pérenne vis-à-vis ne serait-ce que des impacts de vagues et aussi des fortes précipitations qui interviennent de façon saisonnière et qui aggravent d'une façon ou d'une autre cette instabilité de la tête de falaise. Au sein de cette zone, la majorité des occupants sont des occupants sans titre. La moitié des ménages sont retraités. En moyenne, les ménages perçoivent 1 218 € par mois, mais les ressources les plus faibles relevées sont pour plusieurs ménages de 400 €. Tout en sachant qu'en Guadeloupe, le salaire mensuel moyen par habitant est de 1 739 €. Au final, ce sont 28 ménages qui devront être relogés au titre des risques naturels. Aujourd'hui, la mise en sécurité des occupants demeure une priorité d'action. Au regard de l'urgence de l'intervention, les occupants seront dans un premier temps relogés temporairement par la commune et l'État. L'agence accompagnera, aux côtés des partenaires, au relogement définitif de ces occupants. Le relogement définitif devra s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale de relogement et d'aménagement. Cette stratégie devra intégrer plusieurs critères et répondre à des objectifs pluriels. Dans un premier temps, il s'agira de répondre autant que faire se peut à une volonté forte de cadre de vie des habitants. Cette volonté se traduit par un relogement au sein du quartier ou à proximité, de préférence dans une maison individuelle avec jardin, tout en veillant à conserver certains liens de voisinage. Dans un second temps, il s'agira de trouver un modèle financier capable de répondre aux ressources limitées des familles. Enfin, la stratégie de relogement devra répondre ou tout du moins s'inscrire dans une démarche d'urbanisme circulaire, c'est-à-dire en proposant des alternatives concrètes à l'étalement urbain. Pour ce faire, il conviendra de travailler de concert avec l'ensemble des partenaires institutionnels pour trouver des solutions pérennes de relogement adaptées à la préservation de nos sols. Aujourd'hui là, bon, nous on attend parce que depuis Paul là avait été là pendant 4 jours, il a fait nous des offres, comme quoi il peut tirer nous là, il peut reloger nous à côté. Après ça, M. Beaujean nous est venu, il dit nous ouais, non, fait tirer nous là, l'été tombé. Il fait réunion le préfet, tout ce qu'il a là, c'est jusqu'à la journée aujourd'hui, nous pas rien. Ça qui nous savons nous, c'est payer impôt. Nous pas payer impôt là 5 sur 5 tous les mois. Peut-être que l'État aussi, je dis, attend que les gens sortent d'eux-mêmes. Peut-être c'est ça, puisque je vois que rien ne se fait. Et on dit tout le temps qu'on est à risque. Et c'est vrai, et ça se voit. Ce que je ne comprends pas surtout, ils veulent nous enlever de là où on est. Et pour nous construire quelque part d'autre. Mais construire comment? Faire comment? Et est-ce qu'on aura cette façon de vivre? Parce que nous avons envie aussi de voir la mer. Cette terre marée, depuis ma naissance gelée, je me vois mal vivre sans ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui habitent tout autour de moi qui ont besoin d'être aidées et d'être accompagnées. Est-ce qu'ils auront cette facilité, comme moi j'ai, de pouvoir construire ailleurs? Si l'État avait pris la décision de prendre la responsabilité, d'accompagner les gens dans leur habitat, de faire le canal pour faire de l'eau pluviale, on n'aurait jamais eu ce problème. Je pense qu'à moyen terme, c'est-à-dire dans les 5 à 10 ans à venir, oui, ce ne serait pas déconnant que si le taux de recul reste le même, qu'on puisse se rapprocher de la route, voir que la route commence à être impactée.
typiquement là, nos informations sont reprises et c'est pour ça qu'on essaie d'être le plus clair que possible et le plus rigoureux que possible par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a des vies qui sont en jeu. L'agence des 50 pas a plusieurs missions et dans le cadre justement de ces missions, elle a vocation à accompagner les services de l'État et les acteurs publics dans le cadre de la relocalisation des personnes qui ne peuvent pas être régularisées sur les 50 pas. Donc elle a vocation, comme le dit la loi de 1996, du 30 décembre 1996, de libérer les terrains, donc de procéder à la démolition des terrains qui ont été libérés par les services de l'État et de la commune, et d'accompagner justement l'État et la commune dans le relogement de ces personnes pour qu'elles puissent justement avoir une sécurité juridique, donc avoir une nouvelle maison qui leur appartienne, mais aussi une sécurité physique et ne plus être exposées au risque. En Guadeloupe, et d'une manière générale sur les 50 pas géométriques, comme ces personnes n'ont pas de titre de propriété, elles ne peuvent pas être expropriées. Donc, elles peuvent bénéficier d'une indemnisation et pas d'une expropriation. Et il faut que la puissance publique puisse accompagner ces personnes. Donc nous, à l'agence, nous avons mis en place une expérimentation sur Catherine Doyon pour justement déterminer quelle est la composition des foyers qui sont concernés par ces risques naturels, comment elles peuvent être accompagnées pour le relogement, dans quel cadre. On est vraiment dans un cadre, pour l'instant, il faut le souligner, expérimental, où on doit déterminer, chemin faisant, une méthode d'action, une méthodologie pour pouvoir reloger ces personnes. C'est quelque chose que l'agence s'attache à appliquer, chemin faisant. Tout ce délogement-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je pourrais faire des poules comme je fais maintenant? Est-ce que je vais pouvoir avoir les voisins, les voisines? Parce qu'on s'est habitué à l'un de l'autre, on se connaît. Et maintenant, il y a tellement je ne sais pas sur qui compter, sur comment on va faire pour s'adapter à l'autre. Et aussi, je vous dis franchement la vérité, HLM. Si la loi, si l'État veulent que les Guadeloupéens restent bien comme ils sont là mentalement, ce ne serait pas bien de les mettre en HLM. Moi, je dis que c'est quelque chose que je crois que je vais refuser. Je préférerais même avoir une petite maison moindre, mais pas d'HLM. Ça, c'est clair. Je ne pense pas que les gens du quartier voudront ça. Pas d'HLM. Face avec nous, là, nous terrain que nous regardons quand nous faire nous, on fait des propositions pour nous voir si ça adapte à nous. Parce que maman, il a pleuré, il ne veut pas sortir en quartier là. Et dernièrement, madame en bas là, il a tiré en quartier là, il est dans une résidence à Goyave. Dans quelques mois, il est décédé malheureusement. C'est des grands mondes, ils sont habitués là, ou obligés peut-être faire un petit bien pour rester là. Alors les personnes qui n'ont pas à être relocalisées parce que leur vie ne serait pas menacée par des risques naturels peuvent être régularisées. C'est le cadre de la loi. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'elles doivent être régularisées dans des bidonvilles ou dans des quartiers insalubres. Donc l'agence va effectivement travailler à mettre en place des opérations d'aménagement pour améliorer le cadre de vie des quartiers de ces personnes, de ces occupants. Et dans ce cadre-là, avec les acteurs publics qui sont en charge, notamment en Guadeloupe, le SMJ-EAG, mettre en place des opérations d'assainissement pour qu'il y ait aussi justement une pression anthropique qui diminue et qui favorise justement le maintien de ces personnes sur site. Parce que lorsqu'on parle de risque naturel, on parle effectivement de l'érosion qui vient de la mer, mais la mauvaise gestion des eaux usées est aussi un risque anthropique, donc du fait de l'homme, qui ravine de l'intérieur les terres et fait aussi de l'érosion de l'intérieur. Donc le fait de pouvoir aménager les réseaux d'eau usée permet justement aussi de maintenir le maximum de personnes sur site, un site d'ailleurs qu'elles ont connu depuis le plus tendre enfance pour certaines d'entre elles. Donc on s'attache vraiment à leur améliorer leur cadre de vie. Nous allons devoir ensemble mettre en place ce processus pour pouvoir reloger les populations qui sont là face à ce péril imminent. Nous avons un assainissement qui n'est pas conforme. Donc là aussi, il va falloir que nous ayons une vraie réflexion afin de comprendre comment récolter donc, ces eaux usées de manière à ce qu'il n'y ait plus un impact, que ce soit sanitaire, mais aussi écologique sur notre environnement et pouvoir préserver en fait, la solidité donc, du sol.
il va falloir que nous ayons une vraie réflexion sur un logement qui soit adéquat, qui prenne en compte aussi votre réalité, puisque papier, mamie, nous paraît fait autres monter pour l'escalier ou pas tous les autres en difficulté. Et c'est pour ça qu'il est indispensable que l'ensemble des parties prenantes, nous nous retrouvions autour de la table afin de pouvoir poser une stratégie qui nous permette donc d'avoir cette révision du plan local d'urbanisme, pouvoir identifier des parcelles à proximité de là où vous habitez actuellement pour ne pas vous déraciner, mais surtout que nous puissions avoir des constructions qui soient cohérentes et qui répondent à un enjeu de bien vivre chez soi et du bien vieillir chez soi. Le problème qui arrive à présent, moi, quand il a vu un petit genre qui vient pas encore, un petit genre triste, pas ni villa que nous tenions entre les voisinages, encore pas ni ça, c'est mon déjà décédé, quelqu'un qui est resté là, mais c'est un petit genre triste quoi. Et à part de nous qui là, mais pas ni grands affaires encore, avec des voisins. Comment ils ont pu construire la Memorial Act avec autant d'argent, autant de finances, et que nous ne pouvons pas, nous les êtres humains, ne pouvons pas être logés à bon escient dans des petites maisons simples, certes, pas autant de pièces, mais être logés et logés décemment. Nous souhaitons que ça. Il est du devoir du maire de pouvoir assurer la sécurité de chacun sur son territoire, mais il est aussi indispensable que l'État comprenne bien qu'il est indispensable qu'elle soit aux côtés des collectivités, plus particulièrement de Capesterre-Belle-Eau, puisqu'il va s'agir là maintenant de reconstruire rapidement des logements pour pouvoir vous mettre à l'abri. Un plan de relogement individualisé sera proposé à chaque famille, et ce dans le cadre d'une démarche concertée avec les habitants tout au long du projet. Une équipe d'accompagnement social sera dès l'année prochaine mobilisée pour aider, soutenir et accompagner les familles dans ce changement de vie. Il s'agira plus largement de mettre en place une gouvernance adaptée avec l'ensemble des partenaires pour trouver des solutions de relogement pérennes et durables au même titre que l'opération de relogement à Bovis-et-Belair à Petit-Bourg.